Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, cher Najwa, alors je dirais en prélude que vous m'avez beaucoup facilité la tâche parce que j'ai dû achever un petit peu mon intervention, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir une intervention réduite et donc aller rapidement à la pause. Alors, en prélude peut-être de mon intervention, je voudrais évidemment remercier chaleureusement Madame Najwa Ben Moussa pour son aimable invitation, ainsi évidemment que toutes les personnes qui nous ont permis aujourd'hui de nous rassembler dans le cadre de ce symposium international à l'Université d'Amsterdam, qui est dédié, consacré à la problématique de la précarité. Alors c'est un sujet qui est d'une incroyable immensité, tant à la fois sur le plan macro que sur le plan micro. Il est au cœur, au fond, de toutes les politiques internationales. D'ailleurs, Najwa en a élaboré une partie, en tout cas, de la dimension, mais également nationale, comme l'a précisé notamment le professeur Assaaf, mais également des dimensions locales, essentiellement sur le plan de la fiscalité, mais aussi des politiques sociales. Par exemple, pour la fiscalité, quand on pense en réalité à toutes les problématiques de la fiscalité, notamment des multinationales et des GAFA, qui ont évidemment un impact sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, mon propos, je vais donc, je dirais, m'attarder un petit peu sur la question de la problématique que je vais analyser à travers le prisme des défis de la précarité dans un monde globalisé, on le sait, où les interdépendances nous obligent aujourd'hui évidemment à penser les limites des souverainetés nationales qui évidemment sont quelque peu, je dirais, obligées de renforcer au fond les résiliences de nos systèmes socio-économiques et politiques. Si on regarde par exemple au niveau international la distribution des richesses, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate une concentration des richesses mondiales qui sont aussi inégalement réparties. Quelques chiffres: 1% de la population mondiale qui détient 37% des richesses mondiales. 10%, 75%, pardon pour ceux qui... je dis 75, mais bon, c'est vrai qu'il voudrait dire 75%. 50% n'en possèdent que 2%, donc ce sont surtout, au fond, ces 2%, ces 50% qui n'en possèdent que 2% au niveau mondial, et donc ce sont les populations les plus précarisées, les populations les plus pauvres et celles auxquelles, au fond, on s'intéresse, mais aussi 40% de la classe moyenne qui détient 23%. Et si vous avez bien suivi l'exposé du professeur Saef, quand effectivement on est dans une classe moyenne limite, on peut très rapidement tomber dans une situation de pauvreté. Ce sont évidemment des populations qui sont en situation de risque de pauvreté, donc en situation de précarité. On constate aussi qu'au niveau nord-sud, par exemple, vous avez aussi une fracture géographique au niveau des richesses qui est importante. Il y a aussi des inégalités au niveau local, des disparités qui ne se mesurent pas seulement qu'entre les pays, mais aussi au niveau donc, des différentes localités. Alors, la mondialisation et la financiarisation de l'économie ont souvent favorisé une concentration du capital humain, comme je viens de le rappeler, par rapport aux zones rurales, essentiellement, qui creusent aussi le fossé entre les classes dirigeantes, mais aussi les populations en situation de précarité et des populations qui, dans bien des cas, aspirent aussi légitimement, évidemment, à des vies meilleures et qui, parfois aussi, vient gonfler les rangs de l'immigration, voire de la mobilité internationale. Alors, comment faire pour que, dans un tel contexte, on puisse rendre peut-être la redistribution des richesses un peu plus juste? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un petit peu la presse récemment, mais l'économiste français Thomas Piketty, qui vient de publier d'ailleurs avec d'autres chercheurs un rapport sur la justice mondiale. Et qu'est-ce qu'il propose? Il dit voilà, on pourrait envisager un revenu universel de 5 000 € par mois pour tous, partout sur la planète. Cela est possible. Il y détaille évidemment les façons de réduire les inégalités dans le monde tout en sortant d'une économie carbonée. Néfaste évidemment, comme on le sait, pour la planète à l'horizon 2100. Alors évidemment, certains pourraient ici s'en réjouir en se disant c'est magnifique, d'autres évidemment pourraient se dire finalement c'est pas beaucoup par rapport à ce que je gagne. Utopie, je ne sais pas, mais en tout cas les propos sont posés. Alors la précarité, on l'a dit, elle touche au cœur de nos sociétés contemporaines.
C'est un sujet d'une actualité qui est brûlante au sein de l'Union européenne, mais aussi dans l'ensemble des mondes, qui sont traversés par des crises successives, ça a été dit, des tensions géopolitiques, des mutations économiques profondes qui sont liées au nouveau monde et notamment liées à l'intelligence artificielle. On en a parlé et notre amie Asma en parlera encore tout à l'heure, qui oblige effectivement à repenser la fiscalité, mais aussi les politiques publiques sociales. Les pays européens sont sans doute les pays qui disposent des systèmes de protection sociale les plus protecteurs. Et pourtant, les modèles aujourd'hui s'essoufflent. L'État-providence en Europe traverse une période de fortes tensions budgétaires et structurelles. Les pays font face en effet à des arbitrages qui sont difficiles entre les financements de la protection sociale, ceux du vieillissement de la population. Alors évidemment, le continent africain ne connaît pas ce problème, mais en Europe, malheureusement, on a une population vieillissante et donc il y a aussi des nouvelles priorités géopolitiques qui viennent aussi compliquer un petit peu la problématique. Lorsqu'on suit un petit peu l'actualité internationale, on s'en rend bien compte. Alors, ça a été rappelé par M. Defey tout à l'heure, la Commission européenne a effectivement adopté en date du 6 mai dernier, donc 2026, sa toute première stratégie de lutte contre la pauvreté. Alors, si l'Union européenne s'intéresse enfin à la question de la pauvreté, c'est qu'il y a effectivement un problème majeur. C'est un document qui est historique et qui vise à s'attaquer aux causes profondes de l'exclusion, notamment sur la question du sans-abrisme et de la précarité des ménages. Parce que oui, l'Europe n'est pas un Eldorado, contrairement à ce que d'aucuns pourraient faire miroiter. Elle a aussi ses pauvres, des populations en situation précaire, et d'après les dernières données statistiques, c'est donc 92,7 millions de personnes qui sont en situation de précarité en Europe, soit 20,9%, donc des personnes qui sont aujourd'hui menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. Ces chiffres rappellent une réalité essentielle, c'est que la réalité n'est pas un phénomène marginal. Elle constitue un fait social majeur, durable et désormais tristement structurel. Et la stratégie européenne met par ailleurs un accent particulier sur les populations les plus vulnérables. Pratiquement un enfant sur 4, donc 24,3% de la population enfantine en Europe est concernée par la situation. La pauvreté touche également de manière disproportionnée en Europe des populations qui sont issues de minorités, telles que 70%, donc 70% des Roms, ou 39% des personnes qui sont nées hors de l'Union européenne. Ces chiffres montrent que la précarité est toujours liée à des rapports de pouvoir, à l'inégalité d'accès aux droits et à l'exposition différenciée aux risques sociaux. Reste à savoir si l'Europe et les États membres feront véritablement de la lutte contre la pauvreté un enjeu prioritaire et si cette ambition restera cantonnée à une volonté politique qui est encore, à mon sens, beaucoup trop timide. Alors, au cours des dernières années, nous avons effectivement assisté à une évolution profonde de l'ordre international qui a un impact sur la question qui nous retient aujourd'hui. Notre ordre international est bousculé par toute une succession de polycrises qui révèlent que les États ont largement perdu de leur autonomie stratégique et à plus forte raison de leur souveraineté stratégique dans des domaines qui sont aussi essentiels que celui de la défense, de la sécurité, de l'énergie, de la santé, du numérique, de la cybersécurité, des industries critiques de l'alimentation, mais aussi des chaînes d'approvisionnement, on l'a vu notamment à l'occasion de la crise sanitaire liée au Covid, qui a été une illustration particulièrement frappante. Le confinement notamment des populations, qui a été décidé en réalité pour faire face à la saturation des hôpitaux et non pas à la protection, je dirais, de la population, a profondément bouleversé le rapport, particulièrement de nos jeunes, par rapport à la question du monde du travail, mais aussi a bouleversé la santé mentale de tout un chacun, de tout un chacune et surtout de nos jeunes. En particulier, je dirais lorsque nous avons eu à gérer la question de la crise du Covid-19, on s'est rendu compte, par exemple, qu'au niveau européen, on n'avait pas suffisamment de masques, pas suffisamment de gel hydroalcoolique. Et tout ça a évidemment montré la vulnérabilité de nos États par rapport
à d'autres États, tels que la Chine, qui étaient peut-être beaucoup mieux organisés. Et à cela s'ajoute aussi le retour à la puissance militaire comme instrument central des relations internationales, où la guerre redevient en fait un outil de puissance d'influence, comme le montrent les conflits, par exemple, en Ukraine, au Moyen-Orient, ou encore aujourd'hui en Iran. Ces crises géopolitiques ont des répercussions directes sur les populations en termes d'inflation, de hausse des coûts de la vie, des pressions sur les carburants, augmentation des prix de l'énergie, difficulté de se chauffer, le coût du transport, etc. Et ce sont donc toujours les ménages, au fond, les plus fragiles, les plus précarisés, qui en réalité subissent les affres, les fouets de ces effets. Nous assistons également à un affaiblissement du multilatéralisme, puisque l'on sait l'ONU et d'autres cadres de gouvernance sont de plus en plus paralysés par des rivalités en grande puissance, notamment les États-Unis, la Chine ou la Russie. Et dans ce contexte, les équilibres internationaux se fragmentent, se fragilisent, des alliances se recomposent et les mécanismes collectifs de régulation perdent effectivement en efficacité. Le monde est aussi pris dans une forme de nouvelle gouvernance par les très grandes fortunes. Les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux si on s'en réfère finalement au dernier rapport de Forbes, et beaucoup profitent de ces crises successives, de la bonne santé des marchés financiers et des valorisations du secteur technologique. Le poids des GAFAM, la puissance économique et militaire des États-Unis, ainsi que leur capacité à imposer des standards de leur domaine numérique, montrent à quel point la souveraineté technologique est devenue un enjeu central. Alors, dans un monde globalisé, les fragilités, elles se propagent plus vite qu'avant. Une crise économique, une pandémie, une guerre, une hausse des prix de l'énergie ou une inflation durable peuvent, en quelques mois, faire basculer les ménages déjà en situation de vulnérabilité. Et se pose dès lors la question centrale de la résilience dans un monde en perpétuelle mutation. La mondialisation a certes créé des opportunités, mais elle a aussi multiplié les dépendances et les vulnérabilités. Et c'est pourquoi je crois, ça a été dit d'ailleurs par le professeur Saef, je crois qu'on ne peut plus parler seulement de la précarité, mais on doit parler des précarités. La précarité à l'emploi, la précarité du revenu, la précarité du logement, la précarité énergétique, la précarité alimentaire, la précarité sanitaire, la précarité administrative, auquel s'ajoute aussi aujourd'hui la précarité numérique. Et cette dernière touche une part importante de la population et accentue encore le mécanisme d'exclusion, notamment quand l'accès aux droits dépend de plus en plus d'outils digitaux mal maîtrisés ou inaccessibles. Alors très rapidement, parce que j'ai pas mal, effacé au niveau de mon intervention, mais quelques chiffres peut-être parce que je suis belge et donc voilà, qu'en Belgique, par exemple, vous avez 2,1 millions de personnes, donc soit 18,3% de la population, qui est exposée au risque de pauvreté. En région bruxelloise, par exemple, vous avez aujourd'hui 60 000 ménages qui attendent toujours un logement social. On a de plus en plus de familles qui ont beaucoup de peine à se loger parce que le coût de l'immobilier a explosé en moins de 10 ans et donc les populations en situation de précarité se retrouvent dans des situations extrêmement complexes et on a un taux de personnes sans domicile fixe ou même qui aujourd'hui travaillent, qui ne peuvent pas se payer un logement et qui doivent finalement vivre dans leur voiture, dans leur camionnette. Et c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus à Bruxelles, au cœur de l'Europe. Alors je vais passer toute la question du concept de la précarité, des mécanismes de la précarité qui ont été présentés notamment par le professeur Saef, mais je voudrais mettre quand même l'accent sur les visages de la précarité dont M. Saef a parlé, mais qui sont au fond quasiment les mêmes que ceux qu'on trouve au Maroc. Juste, je dirais que ce sont évidemment des taux différents et des situations différentes, mais cette précarité, elle touche par exemple les familles monoparentales. On sait qu'en Europe et en Belgique, elle touche 80% des femmes qui sont chefs de famille à leur tête. La précarité, ça a été dit, des femmes, c'est quelque chose évidemment de constant. La précarité des jeunes, la précarité de nos seniors, surtout dans un contexte où effectivement je dirais que les politiques sociales rencontrent de plus en plus de difficultés
à pouvoir être financés parce qu'on est dans des situations de vieillissement de population et qu'aujourd'hui, le ratio entre les personnes qui, effectivement, payent les impôts et celles qui sont à la retraite, eh bien, se réduit. Par exemple, en France, vous aviez, il y a quelques années, 4 personnes qui payaient donc, qui contribuaient, donc, qui payaient les impôts dans les années 60 pour un retraité, et aujourd'hui, c'est 1,8. Donc, évidemment, il y a des choix politiques qui doivent être faits parce que le financement devient évidemment une question extrêmement difficile. Alors, en conclusion, je dirais que parler de la précarité dans un monde globalisé, c'est parler d'un enjeu qui est majeur, un enjeu de justice sociale. La mondialisation n'est pas seulement une question de circulation de biens et de capitaux, elle est aussi une circulation de risques, de fragilité et d'inégalité. Et face à cela, l'Europe, de manière générale, elle dispose effectivement, ça a été dit, d'instruments importants, mais ceux-ci doivent être renforcés, simplifiés et mieux coordonnés pour pouvoir répondre à la réalité des parcours de vie. Cette précarité n'est pas une fatalité, comme l'a dit M. De Heydt. Elle peut être effectivement combattue par des politiques publiques ambitieuses, par une protection sociale qui soit plus inclusive, par un accès réel aux droits et par une attention qui soit constante aux personnes les plus exposées. Et c'est à cette seule condition que nos sociétés pourront effectivement rester cohérentes, solidaires et humaines. Je vous remercie pour votre attention.